Nous allons écouter Brune de Béraille qui va nous parler du compagnon imaginaire, pour le meilleur et pour le pire. Je ne veux pas dévoiler le contenu parce qu'il est... Qui c'est le compagnon imaginaire? On va le savoir. Et pour Brune de Béraille est psychologue clinicienne et docteur en psychopathologie de l'université. Alors, débuté à Nanterre, continué à Descartes, fini au Mirail. Oh là là, elle a bien fini au Mirail, à Toulouse. Ouais. Voilà. Et pour discuter de l'intervention de Brune, eh bien c'est Marion Hazard qui sera la discutante, qui est psychologue, clinicienne, qui est maître de conférence HDR à l'université de Poitiers, qui est présidente de l'association Arcade, et qui est secrétaire général du SIDA, du Collège international de l'adolescence, et qui est aussi experte à l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Voilà, autant de titres et de qualité. Donc je passe la parole à Brune pour son exposé. Je vais me mettre sur le côté parce que sinon je vais masquer l'écran. J'ai un peu peur du micro. Dites-moi si vous ne m'entendez pas. Bien en face. La plus proche. D'abord, je veux remercier Sylvain Missonnier de m'avoir invité pour cette journée. Ça me fait très plaisir d'être là. En plus, j'ai un petit peu décroché d'avec la recherche ces dernières années pour diverses raisons. Et donc, le thème du compagnon imaginaire, c'était mon thème de recherche en doctorat. Et donc, depuis 4 ans, je ne travaille plus vraiment avec des enfants, mais plutôt avec une clinique d'adultes qui viennent de subir un trauma récent. Et je pense que ça a un petit peu imprégné là, ma relecture du thème. En fait, je travaille à la SNCF, hein, il y a quelques-uns encore. Voilà. Et je suis en particulier des conducteurs de train qui ont subi ce qu'on appelle un accident de personne. Alors, personne, c'est un petit peu comme compagnon imaginaire. Hein. A priori, si c'était personne, il n'y aurait pas eu d'accident. Et dans cette personne-là, il y a toute une projection aussi pour les conducteurs de qui est-ce qu'ils ont vu mourir, qui est-ce qu'ils ont tué. Et bon, ça m'a beaucoup questionné, cette histoire de personne. Dans le contre-transfert, c'est quelque chose de très important. Et dans la thérapie qu'on peut proposer à ces conducteurs-là, qui viennent de subir un choc très très important, le concept de narrativité est essentiel. Comment on se raconte, comment est-ce qu'on va relier ce qui a été délié, l'œuvre de la déliaison psychique, et comment est-ce qu'on peut la rafistoler finalement, cette déliaison. Tous ces liens entre affect, représentation, perception, qui explosent complètement sous le coup de l'accident, et qui finalement se retissent et étonnamment facilement au final. Voilà, bon, c'était en guise d'introduction. Et en guise de transition avec Bernard Gols, je rêvasse un petit peu à l'extérieur sur cette question du cadre. Quand on enlève la Joconde, qu'est-ce qui reste? Et quand il racontait, j'imaginais qu'il restait la trace blanche, vous savez, quand les murs ne sont pas très propres, ce qui n'est sûrement pas le cas au Louvre, mais qu'il reste un cadre, le clou peut-être, et cet espace blanc. Et je pensais au concept de grille finalement, de structure encadrante, où la pensée, la représentation naît au moment où la mère s'en va. Il faut qu'elle soit là suffisamment longtemps, il faut que l'affiche soit posée suffisamment longtemps, donc qu'elle soit suffisamment bonne, mais il faut aussi qu'elle se retire pour que la pensée soit possible, qu'il y ait un objet total qui commence, enfin un objet extérieur qui commence à exister, et le fond du moi, quoi. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça chez Geneviève Hague, là, le fond psychique qui se crée par la présence et par l'absence, ce mouvement-là. Et qui relie un petit peu au thème du compagnon imaginaire. Bon, on verra après, plutôt dans les aspects. Bon, on verra après. Donc, l'objet virtuel dont je vais vous parler maintenant, donc le compagnon imaginaire, c'est un objet d'observation un peu paradoxal, puisqu'on ne peut pas les observer, hein, en fait. Donc, le terme en lui-même est assez ambigu. Alors, je ne sais pas trop bouger les slides, je pense, si ça marche. La définition d'abord du terme est assez ambiguë, c'est-à-dire qu'en gros, ça désigne un objet réel ou imaginaire, doté par le sujet de qualités humaines, d'une identité stable, et considéré par l'enfant comme un compagnon de jeu et de discussion.
Donc ça recouvre finalement un objet réel, ça peut être une poupée, une peluche, mais ça peut être aussi un canapé, ça peut être une théière, ou imaginaire, c'est-à-dire si j'imagine là que j'ai mon jumeau qui est là, qui n'a pas vécu, et pourtant qui est là toujours avec moi, à qui j'accorde une personnalité, une identité stable pourtant. Et compagnon de jeu et de discussion. Alors, même ça peut se discuter, parce que finalement, il y a des enfants. Moi, je me suis intéressée au sujet principalement dans la clinique infantile. Je suis allée regarder un petit peu ce qui se passe pour les adolescents, les personnes adultes ou âgées, mais c'est vraiment, je me suis plutôt centrée sur la tranche 0-11 ans, on va dire. Et il y a certains enfants qui ont, est-ce qu'on peut dire des compagnons imaginaires à ce moment-là? Je crois, en fait, qui imaginent toute une série de personnages stables, qui leur font des vies, des histoires, des êtres imaginaires qui ont une famille, qui construisent des intrigues, à la manière vraiment de romancier, et qui retrouvent et qui se suivent, y compris j'avais rencontré une patiente qui avait commencé ça toute petite, à la maternelle, quelque chose comme ça, à la faveur d'un déménagement, quoi. Et qui encore à l'âge adulte, là elle avait 28 ans, je crois, quand je l'ai rencontrée, et elle continuait à s'imaginer des récits comme ça, fantastiques, une espèce de roman familial transposé sur un monde complètement imaginaire. Et je pense que ça peut appartenir aussi au continuum, la compagnie imaginaire. Ça fait un gros paquet de phénomènes psychiques, d'objets psychiques. Après, sur la question de la relation d'objet virtuel, alors est-ce que c'est la relation qui est virtuelle, est-ce que c'est l'objet qui est virtuel? Moi, j'avais commencé cette recherche en me disant, c'est pas vraiment virtuel, puisque ça a un effet sur l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant qui a une relation, qui imagine une relation avec son frère mort, par exemple, ça a un effet pour lui. Donc il y a quelque chose qui s'actualise dans le réel de sa psyché. Ça a un effet réel. Et par un autre biais, ces fantasmagories, on va dire, ces fantaisies, parfois viennent recouvrir des réalités psychiques aussi, et des réalités réelles. C'est-à-dire que des enfants peuvent construire des compagnons imaginaires. Imaginons mon frère jumeau mort que j'ai complètement imaginé. Et j'apprends à 25 ans qu'effectivement, il y avait un autre fœtus dans le même habitat que moi. Donc ça vient aussi pouvoir parfois figurer une réalité tangible, non dite. Alors j'avais une autre rêverie qui m'était venue en transition avec Gols. C'était sur cette question de tourner vers le passé finalement. C'est vrai qu'on pense la virtualité toujours vers le futur, tout ce qui est possible, toutes les potentialités du devenir, etc. Et finalement, le compagnon imaginaire, il est porteur de ça, il peut être porteur de ça. Mais je pense qu'il est beaucoup plus porteur des virtualités passées, finalement. C'est-à-dire de ce qui a été dans sa préhistoire, peut-être l'enfant imaginé de ses parents, peut-être un oncle qui s'est suicidé, dont on n'a jamais entendu parler, peut-être, et si j'avais été un garçon, je ne suis pas un garçon, mais si j'avais été... Tout ça, on peut le mettre sur... ça va venir s'intégrer à la construction du compagnon imaginaire. Donc j'aime bien cette idée d'une virtualité tournée vers le passé. Pour promouvoir une virtualité vers le futur de l'enfant, en fait. Alors, donc je vais... En question de plan. J'avais commencé cette recherche, alors comme j'étais un petit peu jeune clinicienne, j'étais un petit peu stressée sur les questions de diagnostic. En me disant est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pathologique déjà, et pour ça il faut avoir des statistiques, parce que la norme c'est la plupart des gens, donc, ce qui est très discutable parce que finalement c'est assez rare d'avoir, je sais pas, les yeux mauves par exemple, pour autant ça ne correspond pas à une pathologie. Donc je ne sais pas si la norme statistique est tellement fiable finalement pour ces questions-là, mais bon. Toujours est-il que j'avais commencé par une espèce d'épidémiologie du compagnon imaginaire. Bon, après, je vous parlerai un petit peu d'une définition métapsychologique, à quoi ça peut correspondre, c'est-à-dire, pour mettre tout le monde d'accord avant le mariage, puisque le titre de l'intervention, c'est pour le meilleur et pour le pire, et qui serait plutôt de l'ordre déjà d'un objet transitionnel virtuel. Ça se situe dans cet espace-là. Et un compagnon imaginaire, c'est on fait du 2 là où il y a 1. Il y a un enfant et qui, lui, il ne peut pas projeter un deuxième. Donc on peut parler de clivage
On va savoir si c'est un clivage qui est fonctionnel, c'est-à-dire qui va promouvoir la croissance, ou qui est structural et qui va être plutôt quelque chose de rigide et qui va plutôt l'empêcher. Je vous parlerai du fantôme dans l'intention parentale, de la notion de crypte en fait. Hein, et c'est là que justement l'absence de l'objet et du vide qu'il laisse est important. Parce que la crypte laisse un vide comme ça. Un vide qui n'est pas vide, mais qui est vide quand même. Qui n'est pas vide d'affect, mais qui est vide de sens transmis, de représentation transmise, élaborée. Et donc pour conclure, je vous parlerai un petit peu de l'archétype du double psychique auquel appartiennent dans une grande généralité les compagnons imaginaires, puisque c'est un double de l'enfant qui se crée. Et qui va nous permettre de délimiter un petit peu, tout le monde dans ce souci diagnostic, à quel moment on peut s'alerter quand un enfant ou un adolescent nous parle de son compagnon imaginaire, selon quelle relation il a avec ce compagnon imaginaire, et qu'est-ce que c'est que ce compagnon. Est-ce que c'est un double identique? Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est un canapé? Est-ce que c'est etc. Et pour finir, donc, sur la relation d'objet virtuel ou placentaire, qui est à la racine de tout ce mouvement-là de la relation d'objet virtuel, c'est la fonction du placenta qui est déjà un tiers précoce et qui vient soutenir la narrativité. Mais ce que je pense tous on vit en tant que clinicien, en tant que soutien de la narrativité, de l'identité narrative des patients qu'on peut recevoir. Et ce que fait aussi le compagnon imaginaire. Donc pour ce qui est des statistiques, alors la proportion varie beaucoup en fonction de la définition qu'ont donnée les auteurs. C'est-à-dire s'ils ont inclus tout ce qui est personnage invisible, doudou, poupée et compagnie, bon, on arrive à quasiment 70% des enfants qui, entre leurs 0 et leurs 11 ans, ont eu un ami imaginaire. Donc à partir de là, on peut se dire, bon, on est quand même dans un phénomène plutôt, presque qui fait partie du développement normal de l'enfant. À la limite, ce serait presque de ne pas en avoir qui serait anormal. Donc il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été proposées, donc par Anna Freud, Naguera, etc. C'était sur des enfants qui se sentaient seuls, qui se sentaient rejetés, qui étaient isolés, donc il y avait besoin de créer une illusion de relation sociale, parce qu'ils étaient en carence de ça. L'autre chose qui revient souvent, c'est que c'est des enfants qui étaient créatifs, qui étaient imaginatifs, et qui sont devenus artistes à l'âge adulte. Bon, ça fait beaucoup d'artistes. Peut-être on est tous un peu. Donc, en tout cas, le compagnon imaginaire est ressenti comme une figure vivante pour l'enfant, qui peut être invisible ou qui peut être visible. Il peut en avoir un seul, il peut en avoir plusieurs. Et le plus souvent, le compagnon imaginaire est amical. Hein, c'est une personnalité bienveillante qui tient compagnie, qui conseille, qui soulage. Les enfants peuvent dire il vient quand je m'ennuie, quand je me sens seul. C'est des extraits de ma recherche de doctorat, ces petites citations-là. C'est des enfants qui avaient en CM2, ils avaient une dizaine d'années en général. Quand ma maman me reproche, j'en discute avec lui, il m'a écrit beaucoup de choses, c'est lui qui m'aide à faire mes devoirs. Il y a souvent cette idée de devoir qui revient. Il me souffle les réponses, voire même il change mes notes quand ils ont des super pouvoirs. Donc il joue un rôle positif pour l'enfant, c'est-à-dire c'est l'enfant qui dit à quoi, quand on lui pose la question, mais à quoi il te sert ton compagnon imaginaire, ils vont répondre voilà, qu'il m'aide, il me soutient, il me comprend, il m'écoute, il est toujours disponible, hein, c'est une mère un peu idéale comme ça. Mais c'est une mère idéale qui est souvent de genre masculin, finalement. Toujours statistiquement. Peut-être justement pour se différencier de la mère. Ils ont souvent des caractéristiques adultes, donc de connaissance, de force, ils sont plus âgés que l'enfant. Ils ont une fonction de réassurance narcissique, de soutien à l'élaboration psychique, d'Irisade à penser, et à la contenance émotionnelle. C'est-à-dire quand je suis en colère, je pense à cet ami imaginaire et ça me rassure, ça me calme. Donc c'est un parent idéal, consolateur, conseiller. Mais ça peut être aussi un bouc émissaire. Je ne sais pas où est les paroles. Donc le bouc émissaire, c'est le pharmakos. C'est-à-dire, c'est dans le Talmud, le rituel du pharmakos et du bouc émissaire. On mettait tous les péchés de la ville sur un bouc, et il y avait 2 boucs. On mettait tous les péchés, tous les gens baladaient un bouc comme ça dans la ville. Et tout le monde lui mettait symboliquement ses péchés, ses mauvaises actions dessus. Et puis il y en avait un de ces boucs qui était sacrifié
lieu, et l'autre qui était envoyé très loin dans le désert. On ne pouvait même pas le toucher. On ne pouvait pas le tuer, on ne pouvait pas le toucher. Il était vraiment rejeté. Et donc il était pharmacone en ça pour la cité. C'est-à-dire on pouvait sortir. Et le compagnon imaginaire peut avoir cette fonction-là. C'est-à-dire au moment où l'enfant va intégrer les règles, les normes, tiens-toi bien, dis bonjour à la dame, ne dis pas de gros mots, etc., mange proprement, bah, finalement, le compagnon imaginaire, il va pouvoir, il s'est roulé par terre, il a fait un caprice, voilà. C'est lui qui a fait ça, non, c'est pas moi, c'est bidule, qui a ramassé le verre d'eau. Vous savez, les compagnons imaginaires qui participent à la vie de la famille. Il peut être aussi l'enfant de l'enfant, qui se met à l'éduquer, à prendre soin de lui. Il faut le coucher, il faut lui donner à manger. C'est Freud qui parle de le petit Hans, avait des amis imaginaires qui s'étaient créés, il était parti en vacances avant la naissance de sa sœur. Je ne sais plus, à Gründen, comme ça. Il avait rencontré des enfants, puis après il était rentré chez lui. Sa mère avait accouché, et puis il avait commencé à créer des fantasmes, tout ça, d'avoir des enfants imaginaires qui étaient l'équivalent de ses cacas. Il accouchait comme ça de ces êtres dans les toilettes, et il leur donnait des noms, donc les noms de ses petits copains qu'il avait perdus qui étaient en vacances. Et puis il s'occupait d'eux. Et c'était les enfants qu'il avait eus avec sa mère. Donc il y avait une satisfaction quand même oedipienne. Au moment où il fallait y renoncer. Donc pour synthétiser un petit peu, si c'est un phénomène transitionnel, hein, donc entre le réel et entre moi et l'autre, entre réel et imaginaire aussi, puisque l'enfant sait qu'ils vont pouvoir dire des choses comme je sais que c'est pas réel, mais pourtant j'y crois. Je sais que c'est un objet, mais pour moi il est vivant. Et on est dans cette lisière-là d'illusion qui aménage un petit peu parfois la rencontre avec un réel un peu dur. Donc il va avoir une fonction d'auxiliaire du moi, donc d'étayage, une fonction de stade préparatoire aux fonctions du surmoi, de l'idéal du moi, puisqu'il va aider l'enfant à supporter l'acceptation de la norme, de l'interdit, de la castration, et de l'idéal du moi, parce que bon, j'ai pas de super pouvoir, mais par contre, bidule, il s'est volé. Et c'est un jeu, en fait, au sens large. C'est-à-dire, on va renverser la passivité en activité. Il y a aussi un mouvement de projection, puisque c'est un médium malléable, on fait ce qu'on veut de son compagnon imaginaire. Et de manipulation de l'objet psychique. C'est-à-dire, on peut lui faire faire tout. Peut-être pas tout à fait. Donc, dans ce domaine du normal, on va dire, hein, d'un ami imaginaire assez de bonne aloi, on va dire. Donc ce dessin d'un petit garçon qui avait 10 ans quand je le rencontre. Donc je leur avais demandé de dessiner leur ami imaginaire et de faire une petite rédaction en parlant de. Donc il vient quand je parle tout seul ou quand je me pose des questions, il n'apparaît pas, il est toujours à côté de moi. Vous voyez ce paradoxe? C'est-à-dire, il vient, mais il est toujours à côté de moi. C'est pas gênant. Donc elle s'appelle Laura, elle est blonde aux yeux verts, c'est un petit garçon qui était africain, donc il était noir. Elle sait beaucoup de choses, elle peut répondre à toutes mes questions. Quand je me sens seule, elle vient, elle est très cultivée, j'aime lui parler, elle aime être avec moi à l'école, car elle aime bien l'école, lui n'aimait pas tellement l'école. À chaque fois que je la vois, elle a une nouvelle coupe de cheveux, elle est très douce, et moi seule peux la voir. Et c'est un gamin qui avait pas mal de frères et sœurs. Il y avait une grande satisfaction à avoir, comme ça, une amie imaginaire qui n'était que pour lui seul. Alors là, comme ça, à prime abord, un peu plus. Je laisse les impressions se faire. Un peu plus inquiétant, comme ça. En tout cas, il est armé. Alors, tous ces petits rebords là, ces petits pics qu'il a partout, c'est électrique en fait. C'est-à-dire que si on le touche, il est très 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 défendu, ce petit. C'est Ota, c'est un loup. Bon, je dirais un dragon, peut-être. Donc c'est un loup, et tous les piquants sont électriques, et alors
ça lance des rayons d'électricité, un peu comme Pikachu. Et ça lance des grenades explosives, je crois. Et en haut, c'est plutôt bouclier. Et les ondulations, pardon, les ondulations qu'il y a sur le bras, ça s'étend et ça fait bouclier. Et par contre, par rapport à l'autre dessin, vous voyez, celui-ci, il est colorié, il y a un contenu. L'intérieur est habité. Alors que celui-là, il est très défendu, hein, la barrière est bien investie, mais l'intérieur reste vide. Donc lui, il apparaît quand ma mère me crie dessus, ou quand elle défend ma soeur quand j'ai rien fait. Quand je vais dans ma chambre en claquant la porte, je tape dedans jusqu'à ce qu'il y ait des fissures. Donc les limites sont importantes pour ce petit garçon. En cassant tout sur mon passage, il apparaît, me console et me calme. Je l'appelle Ota, et il ressemble à un loup. Par exemple, si des gens m'attaquent, il va apparaître et m'aider à les tabasser. Et si je me sens seule, il va me parler, et moi, je vais parler avec lui. Et c'est vraiment cette fonction-là qui est importante. C'est de dialogue imaginaire. Comme on peut avoir adulte, on peut avoir un dialogue intérieur. On se parle, sans s'en rendre compte. Mais parce qu'on a acquis une certaine stabilité identitaire et on a intériorisé un objet interne qui s'est mélangé à nous, quoi, quelque chose comme ça. Et c'est un petit garçon qui était, contrairement à peut-être ce qu'il dit dans sa rédaction, qui était plutôt victime que agresseur dans la cour de récréation. Et qui portait un grand secret, qui était que ses parents étaient divorcés depuis 2 ans et son père venait de juste refaire sa vie avec un autre homme. Ce qui lui posait moult questions à ce moment-là. Et ce qu'il cachait, ce qu'il n'osait pas dire. C'est à partir du moment où il m'a dit qu'il s'appelait Ota, son nom. Pourquoi Ota? Pourquoi un loup? Parce qu'il est allé avec son père, le copain de son père, voir une réserve de loups et ça n'y avait bien plus. Donc finalement, vous voyez, là dans des occurrences, on est dans du normal. Dans des mouvements d'enfants qui sont confrontés à des difficultés de vie, à des expériences de vie. Et ce qui est intéressant, c'est que le compagnon imaginaire qu'ils vont créer va être vraiment un support projectif que le clinicien va pouvoir utiliser comme médiateur pour avoir accès et pour communiquer avec l'enfant. Vous savez, on n'est pas 2, on est 3. Et je ne parle pas de toi, on parle de Ota. C'est peut-être plus facile. Un peu comme quand on sort de marionnette ou quelque chose comme ça. Mais parfois, donc, les compagnons imaginaires incarnent aussi un rôle négatif. C'est pas un ami imaginaire, ce sont des ennemis imaginaires. Donc là, on s'en doute, on arrive dans une dimension un peu plus angoissante, un peu plus persécutive. Donc dans ces cas-là, il est porteur d'un idéal du moi, ou plutôt même du moi idéal, c'est un écrasant rival qui représente... Alors, j'ai deux en tête. Il y en a un, c'est le cas de Pirlo et Lefrançois dans un article dont j'ai oublié le nom, mais qui décrivent un adolescent qui a, je crois, 14 ans, 13 ou 14 ans quand il le rencontre, et qui a un ami imaginaire qui dit qu'il est son frère mort, mais auquel il parle à travers son reflet, c'est-à-dire que c'est pas lui qui voit dans le miroir, c'est son frère mort. Et sa mère, de manière assez désorganisée, effectivement, il avait un jumeau qui était décédé, jumeau auquel elle a donné le nom du père des enfants, après avoir su qu'il était décédé. C'était sympathique déjà. Beaucoup de place pour le tiers. Et elle lui avait toujours répété qu'en fait c'était le bon enfant qui était mort et que vraiment elle avait gardé le mauvais. Une autre. J'avais rencontré une petite fille dans un cadre thérapeutique qui avait une jumelle qui était décédée à la naissance très tôt, dans les premières heures vraiment suivant l'accouchement, et qui, elle, dormait, alors bon, beaucoup d'enfants, petit espace, banlieue parisienne, et elle dormait dans une pièce à côté du congélateur. Et donc elle avait très peur de dormir dans cet endroit-là, parce qu'elle entendait sa sœur morte qui tapait pour sortir du congélateur. Mais ça fait peur à tout le monde, ça me fait peur encore aujourd'hui. Et donc dans ces cas-là, à l'extrême, en général c'est une hallucination qui est non pathologique.
C'est-à-dire, oui, pour moi il est vivant, ou pour moi il est vrai, mais je sais qu'il n'est pas pour vous. Mais parfois il peut être perçu vraiment sur le mode hallucinatoire. Là, cette petite fille, elle entendait vraiment des coups. Donc, j'ai mis mes vignettes cliniques absolument dans le désordre, hein, donc on va faire comme on peut. Donc cet enfant-là, Noé, donc même âge que les autres, bon élève, hein, au demeurant, malgré des qualités graphiques un petit peu qui laissent à désirer par rapport à ses petits copains. Donc probablement une image du corps qui va avec. Donc il apparaît sous forme de ninja chinois, avec une chemise blanche et un dragon dessiné au dos. Il a des chaussons d'art martial. J'ai pas corrigé les fautes d'orthographe, je n'ai pas rajouté. Il a un pantalon bleu et au devant de la chemise est dessiné un tigre. Donc, tigre, dragon derrière. Je l'appelle Ting Lei, mais son vrai nom est Ting Tiger Makujei Lei Dragon. En vrai, il ressemble à un dragon le jour et à un tigre la nuit. Le tigre est un tigre de Sibérie. Il me donne des cours de taekwondo, de karaté et de kung-fu. Et après, on fait des combats dans l'arène Makujei, arène familiale des Makujei, où il est un dragon et il a les pouvoirs du feu et moi j'ai les pouvoirs de l'eau. Donc c'était un peu compliqué cette histoire-là. Et au final, il a fini par me créer une. Alors il y avait beaucoup de moments d'inquiétante étrangeté dans cet entretien avec cet enfant. Ouais, 10 ans. Parce qu'il me disait très souvent, oui c'est un dragon, mais d'ailleurs là, tu vois, le ciel se couvre, tu crois que c'est des nuages, c'est mon dragon qui passe. Il me dit, et le tigre il est là pour me défendre, contre les gens qui me veulent du mal. Par exemple là, il te surveille, il est juste derrière toi. Résister, avoir envie de se retourner, pas toujours facile. Donc quelque chose comme ça, vraiment, où la lisière est sensible. Hein, et finalement, donc c'est Lei Dragon. Comment ça se fait que ce soit à moitié un dragon, à moitié un tigre? Ça m'a l'air compliqué. Comment il peut être à moitié tigre, à moitié dragon? Et bah finalement, parce qu'en fait, c'était deux frères qui étaient incarnés par des figurines de jeu, avec lesquelles il jouait avec son vrai frère, ce gars. Donc il y avait des figurines, et puis à un moment, il a cassé une des deux figurines. Donc, lui et son frère jouaient avec deux frères figurines, et le petit Noé a cassé une des deux figurines. À partir de là, il ne pouvait plus jouer. Donc il a créé un compagnon imaginaire qui était à la fois les deux âmes des deux frères mélangés. Là où ça se corse un petit peu, c'est qu'effectivement, il avait appris un peu après cette histoire de figurine, je crois, mais c'est un enfant qui était assez confus. Donc la temporalité n'était pas forcément très facile à remettre dans l'ordre. Mais que son père avait eu un enfant avant lui, d'une première union. Donc il avait eu un enfant avec une dame. Cet enfant était décédé, il avait une maladie, il était mort à 2 ans et demi. Le couple avait pas tenu le coup. Il avait rencontré la mère de ce petit patient. Donc cette histoire du compagnon imaginaire qui peut être porteur des deuils de gens qu'on n'a pas connus. Donc il y avait une autre enfant qui était dans d'autres problématiques. Donc Mélisse. Donc il décrit un compagnon imaginaire qui était mutilé. C'était un compagnon imaginaire qui était toujours malade, il fallait la soigner, il fallait lui réparer ses habits. Ça tournait beaucoup autour de ça. Tous les fantasmes qu'elle se créait, tous les jeux qu'elle se créait, c'était autour de questions comme ça pour soigner. Donc elle a dit, mon compagnon imaginaire est un petit ange qui porte le maillot de Marseille. Il s'appelle Mélisse 2, donc elle s'appelle Mélisse et son compagnon c'est Mélisse 2. Donc Mélisse 2 est là quand je suis toute seule ou quand je pleure. Il arrive très souvent dans mes rêves. Il est né dès que j'ai déménagé, car j'étais toute seule. J'avais une ou deux copines, donc Cécile et Vanessa. Mais elles jouaient tout le temps avec d'autres amis, et des fois on s'amusait chez moi, on faisait des puzzles, des dessins, des coloriages, on regardait des matchs de foot. Donc là, au niveau de la narrativité, il y a, pour ceux qui font du théâtre, il
il y a un flou des identités. Il y a des identifications un peu labiles là, on passe de l'un à l'autre. Donc ça, c'était une enfant qui était effectivement séparée à Marseille. Son père vivait à Marseille. Avec lui, elle regardait du foot, elle faisait du foot, etc. Ses parents avaient divorcé. Et elle arrive à Paris. Et elle crée cet ami imaginaire à ce moment-là. Mais il y avait une autre particularité, c'est que sa mère est non-voyante. Donc elle n'a jamais pu se voir dans le regard de sa mère. Elle a sûrement pu se voir dans les gestes de sa mère. Parce qu'on ne voit pas son enfant quand on ne lui renvoie pas une image de lui. Mais il y a quand même quelque chose dans la perception, dans l'échange perceptif qui n'est pas tout à fait pareil. Je crois qu'il y avait Christelle Goss m'avait fait un travail sur les objets transitionnels des enfants de mères aveugles. Elle a fait une thèse sur les relations entre les mères aveugles et leurs bébés. Et je crois qu'ils avaient beaucoup moins d'objets transitionnels. Il me semble me rappeler que dans cette recherche, j'avais vu que c'est des enfants qui développent beaucoup moins d'attachement à un doudou que la population générale. Donc cette question de la maladie, du soin, et ça fait surtout penser, dans ce cas précis, en fait, à Ferenczi, avec le clivage. Ça nous ramène à cette question du clivage, c'est-à-dire que l'enfant qui va subir des traumas va se diviser en deux parties pour survivre, ce qu'on appelle les gens résilients maintenant, peut-être. On va se scinder en deux, avec une partie de moi qui souffre, une part qui est l'enfant souffrant, mais qui ne peut pas prendre toute la place, parce que sinon on ne vit plus. Et une autre part qui va être une part que Ferenczi appelle d'ange gardien, et qui va s'occuper de la part souffrante, qui va s'occuper de la part souffrante de l'enfant en soi, qui va s'occuper aussi des parents qui souffrent, qui va être le psychiatre de ses parents, le parent de ses parents. Et on retrouve des personnalités comme ça, adultes, des gens résilients maintenant, je sais. Et qui gardent cet enfant très douloureux, encore et très immature, tout en côtoyant une part hyper mature, sage, altruiste, etc. Et ça cohabite. Donc voilà, ça nous ramène à cette question de la fonction du clivage de Bail. Je suis complètement hors temps. Donc clivage qui peut être un clivage fonctionnel, comme c'est le cas dans la phase schizoparanoïde, on va scinder en deux un bon objet, un mauvais objet, avant qu'on puisse supporter que l'objet puisse être ambivalent, et que nous-mêmes, on puisse ne pas être toujours bon. C'est une petite phase dépressive. Et qui va donc protéger le narcissisme contre un débordement traumatique. Donc là, ça peut être aussi un clivage structural, c'est-à-dire quand la carence ou la violence n'est pas ponctuelle, surmontable, mais quand elle est vraiment débordante, permanente, il y a des maltraitances très très répétées, ce clivage il va être beaucoup plus profond, il va structurer l'ensemble de la personnalité. Mais finalement, le compagnon imaginaire, le clivage, c'est quelque chose qui va faire cohabiter deux réalités paradoxales. Mais le compagnon imaginaire, même s'il y a un clivage, même s'il y a deux réalités différenciées, deux êtres différenciés, un où on projette certaines choses, qui me permet à moi d'intégrer à moi ce que je suis en capacité de tolérer, les deux communiquent. Le principe du compagnon imaginaire, c'est qu'on lui parle, c'est qu'on joue avec lui. Il y a un lien, il y a une relation avec le compagnon imaginaire. Donc le clivage, il n'est pas total. Il est autant signe d'un clivage, le compagnon imaginaire, que tentative d'y remédier. Et autant signe d'un trauma que tentative de remédiation au trauma. Et c'est ça, je pense, qui est important. Quand on voit un enfant qui a un compagnon imaginaire, de se dire peut-être qu'il y a un trauma, par tout le développement, il y a des traumas. Des petits traumas, des grands traumas. Mais on en rencontre toujours. La question, c'est comment l'enfant aménage ça, là, par l'intermédiaire de cet objet transitionnel particulier. Donc, je vous passe les mouvements obsessionnels sur la pellicule du rêve. Donc, finalement, ce qui va pouvoir déterminer un petit peu quand est-ce que c'est normal, quand est-ce que c'est pathologique, qu'est-ce qui nous alerte, c'est autour de la question du double et d'un pivot. C'est-à-dire que le compagnon imaginaire, il va créer une dialectique. C'est-à-dire entre réel et imaginaire, comme tout espace transitionnel, entre vivant et non vivant,
entre soi et l'autre, entre fille et garçon, c'est-à-dire c'est parce que je suis... c'est Toby Nathan qui postule ça à propos du double psychique, qu'il faut penser le double comme un opérateur de frontières. Il propose ça à partir surtout de rituels africains, autour du placenta par exemple, en particulier. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on enterre le placenta de l'enfant qui vient de naître, que cet enfant est considéré comme humain. Avant, il n'est pas humain. Il est autant placenta que le placenta. Mais on enterre le placenta dans un espace dédié à ça, etc. Et à ce moment-là, l'enfant est un enfant. Il fait partie de l'humanité. Le placenta est le dépositaire d'une partie de l'âme de la personne, même adulte. Donc il y a le ni et le dia. Le dia étant l'âme plutôt de l'ennemi, l'âme du placenta, mais qui fait partie d'un même être. L'être, c'est la dia de fœtus placenta. Et c'est parce que j'ai une partie qui est morte, qui est dans le placenta, que moi je suis dans le monde des vivants. Si j'en enterre pas correctement le placenta, cette âme-là va venir me rendre fou, me rendre inhumain. De même pour les rituels de passage, de sexuation, enfin d'identification sexuelle. C'est parce que j'ai un double dans le monde féminin, j'ai un double féminin, que je suis un garçon. Entre enfant et adulte, etc. Donc on peut observer aussi dans ces compagnons imaginaires-là où se situe le conflit interidentitaire de l'enfant. C'est-à-dire, si c'est un adulte, est-ce qu'il a du mal à se situer comme enfant? Si je suis un garçon et que le compagnon imaginaire c'est une fille, peut-être que là je suis dans des enjeux comme ça. J'ai un peu peur de dépasser. Ouais, complètement. Dans cet objet transitionnel, bon, je vais aller sans les... on s'enracine finalement dans la question de... On parlait de ce terme tout à l'heure, à propos de la structure encadrante. Je disais que la pensée de l'enfant, les proto-représentations du bébé tout petit, avant 6 mois, se crée sur la répétition d'expériences. On parle de représentation, d'interaction généralisée. C'est-à-dire, il va se faire une micro-intrigue, donc une petite narration, où il y a un personnage qui est bébé, un personnage qui est l'autre, qui prend soin du bébé, et puis une intrigue, par exemple, prendre mon bain, ou être changé. Donc ces micro-intrigues, ça va lui permettre d'anticiper sur ce qui va se passer, puis de voir les variations entre son modèle et puis ce qui se passe dans la réalité. Et dans ces représentations d'interaction généralisée, c'est un postule aussi un compagnon évoqué. C'est-à-dire qu'il y a aussi une généralisation, une création de l'autre dans cette interaction, qui vient soutenir l'intrigue. Finalement, je pense que c'est ça la racine du compagnon imaginaire. On peut le penser comme ça. C'est ni tout à fait du bébé qui le crée, parce qu'il le crée avec le matériel que l'autre lui renvoie aussi. Donc c'est plutôt une représentation de relation, le compagnon imaginaire. C'est aussi une représentation de relation. Non, je vais aller très très vite. Donc quand ce sont des amis imaginaires, donc on voit que ce sont plutôt des doubles identiques. Là dans la clinique, soit le compagnon imaginaire est double lui-même, il est lui et son jumeau. La petite Mélisse qui dit qu'elle est Mélisse 2 et Mélisse 1. Ouais, bon, je ne vais pas paniquer sur j'ai pas le temps de finir. Donc finalement, pour la question centrale, il y a aussi Grimbert, j'aimerais quand même vous parler d'un secret de Grimbert, qui a écrit un livre autobiographique en 2006, où il avait un ami imaginaire, je sais pas ceux qui l'ont lu, il avait trouvé un petit ours, un petit chien en peluche dans le grenier de ses parents, qu'il avait appelé Sim, et puis qui se traînait partout dans la maison, qui était devenu son objet transitionnel. Et il a vu que sa mère était très émue, était partie pleurer à la vue de ce chien, et du nom Sim. Puis après, il était parti sur un fantasme qu'il avait un frère plus grand que lui, glorieux, athlète, magnifique, super écrasant, qui le battait à la lutte, mais qui le conseillait quand même, avec qui il avait des fantasmes un petit peu homosexuels aussi, enfin tout ça était très mélangé, et qui s'appelait Sim aussi. Et puis il a découvert, longtemps après, qu'en fait, effectivement, il avait eu un frère qui s'appelait Simon, qui avait été mort déporté, et qui était le premier enfant du père, et qui était aussi à l'origine du couple de ses parents, où il y avait eu tromperie et une histoire très violente. Et j'avais rencontré aussi un monsieur, j'en suis à 2 minutes, j'en ai conscience,
adulte qui avait comme ça, face à l'inconnu de son histoire familiale, ses parents n'avaient jamais parlé de sa famille, et avait écrit une pièce de théâtre. Et il a dit, puisque vous voulez rien dire, je vais inventer. Et donc, pour lui, il n'était pas juif, rien du tout. Et puis, il avait inventé qu'il était d'une famille juive, que la moitié de la famille avait déporté l'autre, avait livré aux Allemands l'autre moitié de la famille pour rafler des sourds, que donc il y avait tout le périple de la partie familiale déportée, avec une enfant asthmatique, il avait inventé tout un tas de choses. Puis sa grand-tante était venue au spectacle, et elle le voir à la fin, et lui a dit, mais c'était moi qui étais asthmatique. Et effectivement, il avait découvert comme ça des choses qui appartenaient au réel. Voilà, donc cette fonction de la narrativité, finalement, et de la co-construction, c'est-à-dire même si on parle d'un être imaginaire, il y a des choses qui appartiennent à l'enfant, de ses angoisses de castration, de ses angoisses identitaires, de différenciation, etc. Et qui lui appartiennent, lui, dans son développement tout en chacun. Puis il y a des choses qui appartiennent vraiment à un mandat transgénérationnel, des éléments bruts aussi, et qui viennent à se refigurer. C'est une tentative de penser ce qui est impensable, de penser ce qui n'est pas pensé par les parents. On ne peut pas avoir accès à une fonction alpha vraiment bien établie, mais quand même la fonction de l'image, une tentative de refiguration qui permet de se construire malgré tout. Même avec des cryptes, même avec des blancs, de remplir ce cadre vide, malgré séparation.